Ce que vous êtes sur le point d'apprendre sur le système monétaire américain et ses véritables architectes ne figure pas dans vos manuels d'histoire. Le 23 décembre 1913, un sénateur a voté non. Ce jour-là, la loi sur la réserve fédérale était adoptée par le Sénat avec 43 voix pour et 25 contre. Mais enfoui dans les archives du Congrès se trouve le nom d'un homme que la plupart des historiens ont commodément oublié. Un homme qui a vu ce qui allait arriver. Un homme qui a tenté d'alerter l'Amérique. Et sur son lit de mort en 1917, il a confié à sa famille un secret qui allait les hanter pendant des générations. Voici l'histoire du dernier sénateur à avoir voté contre la réserve fédérale et de l'avertissement qu'il a laissé que personne n'a voulu entendre. Il est temps de comprendre comment l'argent fonctionne réellement en Amérique, comment ce système a été conçu et qui il était censé servir. Son nom était Robert Latham Owen. Attendez, ce n'est pas tout à fait exact. Robert Latham Owen a en fait coparrainé la loi sur la réserve fédérale. Et James Alexander Reed du Missouri. Non, Reed n'était pas encore au Sénat en 1913. Le sénateur dont nous parlons était Robert Monsieur La Follette Sir, du Wisconsin. On le surnommait Fighting Bob, le lion progressiste qui a passé toute sa carrière à combattre les monopoles, le pouvoir des entreprises et la concentration des richesses. En décembre 1913, il s'est tenu au Sénat et a voté non. Il fut l'un des 25 sénateurs seulement à avoir refusé de confier la masse monétaire américaine à un cartel bancaire privé. Mais La Follette n'est pas mort dans 1917. Il a vécu jusqu'en 1925, continuant de se battre, continuant de mettre en garde. Alors, qui était-ce ? La vérité est plus complexe qu'une simple confession dramatique sur un lit de mort. Car la véritable histoire ne concerne pas un seul sénateur. Elle concerne ce qui est arrivé à chaque personne qui s'est opposée à la loi sur la réserve fédérale en 1913. Et ce que leurs avertissements disaient réellement. La Follette était la voix la plus éminente, celle que les historiens ne peuvent pas complètement effacer parce qu'il était trop important, trop influ, trop documenté. Mais il y en avait 24 autres. Des hommes dont les noms ont été effacés de la mémoire collective. Des hommes qui ont vu exactement ce qui se passait et ont essayé de l'arrêter. Parlons de ce qu'ils savaient. La loi sur la réserve fédérale n'a pas été rédigée au Congrès. Elle a été écrite à Jekyll Island, en Géorgie, en novembre 1910. Une réunion secrète dans un club de chasse exclusif. Le sénateur Nelson Aldrich, whip républicain et beau-père de John D. Rockefeller Jr., est arrivé en wagon privé. Avec lui se trouvaient les banquiers les plus puissants d'Amérique, Frank Vanderlip, président de la National City Bank, Henry Davison, associé principal chez J.P. Morgan, Paul Warburg, associé chez Kuhn, Loeb & Company, Benjamin Strong, représentant les intérêts de Morgan. Ils n'utilisaient que leurs prénoms et ont dit au personnel du club qu'ils étaient là pour chasser le canard. Pendant 9 jours, ils ont élaboré le plan d'un système bancaire central qui contrôlerait la masse monétaire américaine. Pas le gouvernement, mais eux. Lorsque le plan a été rendu public, il a été appelé le plan Aldrich. Le projet était explosif. Les Américains détestaient l'idée d'une banque centrale. Ils avaient éliminé la première banque des États-Unis en 1811. Ils avaient éliminé la deuxième banque en 1836 lorsqu'Andrew Jackson avait opposé son veto à sa reconduction, la qualifiant d'institution monstrueuse. Le peuple s'en souvenait. Alors, les banquiers ont changé de stratégie. Ils ont trouvé 2 démocrates, le sénateur Robert Owen et le membre du Congrès Carter Glass, pour parrainer une version révisée. Même système, non différent, le système de la réserve fédérale. Cela sonnait comme une institution gérée par le gouvernement. Cela sonnait comme fédéral. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une corporation privée, détenue par des banques membres, avec le pouvoir de créer de la monnaie, de fixer les taux d'intérêt et de contrôler le crédit. Le plus grand mécanisme de transfert de richesse jamais conçu. La Follette l'a immédiatement compris. En septembre 1913, il s'est présenté devant le Sénat. Son discours est toujours consigné dans les archives du Congrès, bien que vous ne le trouviez pas cité dans les manuels d'économie. Il a déclaré que le projet de loi créerait le trust le plus gigantesque sur Terre. Il a affirmé que cela concentrerait le contrôle du crédit entre les mains de quelques hommes. Il a prévenu que le public se verrait dire que c'était un contrôle gouvernemental, mais qu'en réalité, ce serait un contrôle bancaire déguisé en supervision fédérale. Il a lu les petites lignes. Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale serait nommé par le président. Oui. Mais le véritable pouvoir résidait dans les 12 banques régionales de la Réserve fédérale, qui étaient des propriétés privées. La Fed de New York dominerait toutes les autres. Wall Street contrôlerait l'ensemble du système. La Follette a appelé cela un gouvernement invisible légalisé par le pouvoir de l'argent. Il n'était pas seul.
Le sénateur Gilbert Hitchcock du Nebraska a soutenu que le projet de loi donnait trop de pouvoir aux intérêts privés. Le sénateur William Borah de l'Idaho a déclaré que cela créerait une oligarchie financière. Le sénateur Albert Cumin de l'Iowa avertit que cela centraliserait le contrôle du crédit d'une manière qui nuirait aux agriculteurs et aux petites entreprises. Le sénateur James Vardaman du Mississippi a peut-être donné l'avertissement le plus prophétique. Il a déclaré que le système de la réserve fédérale conduirait à une dette permanente, à une inflation sans fin et à la faillite éventuelle du gouvernement fédéral. Il a affirmé que les générations futures seraient asservies par les paiements d'intérêts aux banquiers privés. Il a dit que le 23 décembre 1913 serait commémoré comme le jour où l'Amérique a vendu sa souveraineté financière. Mais l'affaire était entendue. Le président Woodrow Wilson avait déjà accepté de le signer. Le vote était prévu pour le 22 décembre, juste avant la trêve de Noël, alors que de nombreux sénateurs avaient déjà quitté Washington. Le lobby bancaire avait passé des mois à convaincre le public que c'était une réforme, un moyen de prévenir les paniques financières comme celle de 1907. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que J.P. Morgan avait probablement orchestré la panique de 1907 pour créer la crise justifiant la création d'une banque centrale. Le projet de loi a été adopté par la Chambre le 22 décembre. Le Sénat a voté le 23 décembre. 43 sénateurs ont voté oui, 25 ont voté non. Wilson l'a promulgué le même jour. La Follette est rentré chez lui dans le Wisconsin pour Noël. Il a dit à sa famille que les banquiers avaient gagné. Il a déclaré que le peuple américain venait d'être volé sans même le savoir. Il a affirmé que la réserve fédérale financerait les guerres, créerait des cycles d'expansion et de récession, et transférerait la richesse de la classe ouvrière à la classe financière pendant des générations. Sa famille s'est souvenue de ces mots, surtout après ce qui s'est passé ensuite. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Le système de la réserve fédérale ouvre officiellement ses portes en novembre 1914. Un timing parfait pour financer l'entrée éventuelle de l'Amérique dans la guerre. La nouvelle banque centrale commence immédiatement à accorder des crédits à la Grande-Bretagne et à la France pour acheter des armes et des fournitures américaines. Les banques américaines, coordonnées par la Réserve fédérale, prêtent des milliards aux Alliés. En 1917, les intérêts financiers américains sont si profondément investis dans une victoire alliée que la neutralité devient impossible. La Follette s'oppose à l'entrée de l'Amérique dans la guerre. Il est l'un des 6 sénateurs à voter contre la déclaration de guerre en avril 1917. La presse le qualifie de traître. Ses propres collègues le menacent d'expulsion. Il ne s'en soucie pas. Il sait que la guerre est une question d'argent, de protection des prêts, de justification de l'existence du nouveau système bancaire central qui peut désormais imprimer de l'argent pour financer les dépenses militaires. La Réserve fédérale a financé la guerre par l'inflation. Elle a considérablement augmenté la masse monétaire. Le gouvernement a emprunté à la Fed avec intérêt. Des obligations ont été vendues au public. La dette a explosé, passant de 2,9 milliards de dollars en 1914 à 25,5 milliards en 1919. La Follette a vu cela se produire exactement comme il l'avait prédit. Les banquiers ont profité des prêts et des intérêts. La population a payé par l'inflation et la taxation. Il s'est constamment exprimé contre cela. Ses avertissements sont devenus plus urgents. Dans des conversations privées avec sa famille et ses proches alliés, il a dit quelque chose de plus sombre. Il affirmait que ceux qui avaient créé ce système ne permettraient jamais son démantèlement. Il prévenait que quiconque tenterait de mettre fin à la réserve fédérale serait détruit politiquement, financièrement ou personnellement. Le pouvoir de l'argent était désormais intouchable. C'est là que l'histoire du lit de mort devient plus trouble. Car plusieurs sénateurs qui se sont opposés à la réserve fédérale sont morts dans les années qui ont immédiatement suivi sa création. Et leurs familles ont effectivement rapporté des avertissements. Le sénateur James Vardaman, le populiste du Mississippi qui a prononcé ce discours prophétique, a perdu son siège au Sénat en 1918. Il est mort en 1930, avertissant jusqu'à la fin du rôle de la Réserve fédérale dans la création de la Grande Dépression. Avant de mourir, il aurait dit aux membres de sa famille que la Fed avait orchestré le boom des années 1920 spécifiquement pour créer un effondrement catastrophique qui ruinerait les banques indépendantes et consoliderait encore davantage le pouvoir. Le sénateur Albert Cumin de l'Iowa est resté au Sénat jusqu'en 1926, mais est devenu de plus en plus isolé alors qu'il continuait d'attaquer la Fed. Ses discours ultérieurs ont été largement ignorés par la presse. Le sénateur William Borah est resté au Sénat jusqu'en 1940, l'un des derniers vieux progressistes à s'insurger occasionnellement contre le Money Trust, mais largement mis à l'écart sur les questions économiques. Mais le cas le plus intéressant est celui du sénateur Robert Owen lui-même, le démocrate de l'Oklahoma qui a coparrainé le projet de loi. Oui,
Le même Robert Owen qui a aidé à le faire adopter. Car Owen a ensuite renié ses positions. Dans les années 1930, Owen a déclaré publiquement que la Réserve fédérale avait été capturée par les forces mêmes qu'elle était censée réglementer. Dans un témoignage devant le Congrès en 1939, Owen a affirmé que le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale était devenu asservi aux maisons bancaires internationales. Il a déclaré que le système avait échoué dans sa mission et devait être entièrement restructuré ou aboli. C'est l'homme qui a rédigé le projet de loi qui disait maintenant qu'il était devenu un outil de tyrannie financière. Son témoignage a été passé sous silence. Il est mort en 1947. Avant sa mort, il aurait dit à sa famille que son plus grand regret était d'avoir fait confiance aux banquiers qui lui avaient promis que la Fed fonctionnerait au bénéfice du public. Ils avaient menti. Alors, quel était réellement cet avertissement sur le lit de mort, synthétisé à partir de ces sources? L'avertissement ne venait pas d'un seul homme. C'était une prise de conscience collective de chaque sénateur qui s'était opposé à la loi sur la Réserve fédérale ou qui avait ensuite reconnu son erreur. L'avertissement comportait plusieurs parties. Premièrement, la Réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas de réserve. C'est un cartel bancaire privé avec un nom à consonance gouvernementale. Les banques régionales de la Réserve fédérale sont détenues par des banques membres. Le capital est privé. La Fed de New York, la plus puissante des 12, est contrôlée par les plus grandes banques de Wall Street. Le Conseil des gouverneurs à Washington fournit une couverture politique, mais les véritables décisions concernant la masse monétaire, les taux d'intérêt et le flux de crédit sont prises à New York en consultation avec les banques qui possèdent le système. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est indiqué dans la propre documentation de la Réserve fédérale. La Fed est une entité indépendante au sein du gouvernement, ce qui signifie qu'elle ne fait pas réellement partie du gouvernement. Elle ne répond au Congrès d'aucune manière significative. Elle n'est pas auditée par le GAO. Ses réunions sont secrètes. Ses décisions sont finales. Deuxièmement, la Réserve fédérale crée de l'argent sous forme de dette. Chaque dollar qui entre en circulation est prêté, soit au gouvernement, soit à des banques privées, avec des intérêts attachés. Cela signifie que la masse monétaire ne peut jamais être suffisamment importante pour rembourser toute la dette plus les intérêts. Plus de dettes doivent toujours être créées pour servir la dette existante. C'est pourquoi la dette nationale ne va que dans une seule direction, vers le haut. En 1913, la dette totale des États-Unis était inférieure à 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse les 30 000 milliards de dollars. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Une spirale d'endettement permanente qui enrichit les créanciers et asservit les débiteurs. Troisièmement, la Réserve fédérale finance les guerres. La Première Guerre mondiale a été la preuve de concept. La Fed a permis aux États-Unis d'emprunter des montants sans précédent pour entrer en guerre. Sans la Fed, le gouvernement aurait dû augmenter immédiatement et massivement les impôts pour payer la guerre, ce qui aurait été politiquement impossible. Avec la Fed, ils ont emprunté et gonflé la masse monétaire, répartissant le coût sur des décennies par la dette et l'inflation. Chaque guerre américaine majeure depuis 1913 a suivi le même schéma. Emprunter à la Fed, gonfler la masse monétaire, payer plus tard avec des dollars dévalués. Les banquiers perçoivent des intérêts sur tout cela. La guerre devient rentable pour la classe financière. Quatrièmement, la Réserve fédérale provoque des cycles d'expansion et de récession. La panique de 1907 n'a pas été la dernière crise financière. Elle a été la justification de la création d'un système qui institutionnaliserait les crises financières. La Fed a désormais le pouvoir d'accroître le crédit pendant les périodes d'expansion, gonflant les bulles d'actifs, puis de contracter le crédit pendant les périodes de récession, ruinant les emprunteurs surendettés. Ceux qui ont une connaissance interne de la politique de la Fed peuvent se positionner pour profiter des deux côtés. Le boom des années 1920 et le krach de 1929 ont suivi ce schéma exactement. Il en a été de même pour la bulle immobilière des années 2000 et le krach de 2008. Expansion, éclatement, consolidation, repetition. Cinquièmement, la Réserve fédérale permet la croissance du gouvernement au-delà des limites constitutionnelles. Avant 1913, le gouvernement fédéral était petit car il ne pouvait dépenser que ce qu'il collectait en impôts ou empruntait à des taux du marché. La Fed a changé cela. Désormais, le gouvernement peut emprunter des montants illimités à des taux artificiels fixés par la Fed. Cela permet des États-providence, des États de guerre, des États de surveillance et des États administratifs qui auraient été impossibles sous des contraintes monétaires strictes. Le rêve progressiste d'un gouvernement étendu et le rêve des banquiers d'une dette sans fin se sont rencontrés dans la Réserve fédérale. Les deux ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le peuple a reçu la facture. Sixièmement, la Réserve fédérale est intouchable.
Tout politicien qui la menace sérieusement sera écarté. C'est là que les avertissements deviennent les plus sombres et les plus difficiles à prouver, mais le schéma est là. Chaque président ou figure politique importante qui a défié la Fed a été soit assassiné, soit détruit politiquement, soit contraint de reculer. Lincoln a créé les greenbacks pour financer la guerre civile sans dette bancaire. Assassin. Garfield a parlé de controller la masse monétaire. Assassin. McKinley s'orientait vers un étalon bimétallique. Assassin. JFK a signé le décret exécutif 11110 en juin 1963, autorisant le Trésor à émettre des certificats d'argent indépendamment de la Réserve fédérale. Assassiné 5 mois plus tard. Le décret n'a jamais été mis en œuvre par son successeur. Coincidence. Peut-être. Mais le schéma rend les gens nerveux. La Follett lui-même n'a jamais été confronté à l'assassinat, mais il a été confronté à quelque chose de presque aussi efficace, un isolement politique complet. Au moment de sa mort en 1925, il était une relique. Le mouvement progressiste avait été brisé par la Première Guerre mondiale. Les années folles battaient leur plein, financées par l'expansion du crédit de la Fed. Personne ne voulait entendre les avertissements concernant les conspirations bancaires. La dernière campagne présidentielle de la Follett en 1924 était fortement axée sur la réforme de la Réserve fédérale. Il a obtenu 16% des voix en tant que candidat d'un tiers-parti. Impressionnant pour un tiers-parti, mais loin d'être suffisant pour changer la politique. Il est mort l'année suivante, épuisé. Ses fils ont poursuivi son héritage politique dans le Wisconsin, mais ils n'ont jamais sérieusement défié la Fed. Ils avaient appris la leçon. Certaines batailles ne peuvent être gagnées. Alors, qu'est-il arrivé aux 24 autres sénateurs qui ont voté non? La plupart sont tombés dans l'oubli. Leurs noms ne sont pas enseignés dans les écoles. Leurs discours ne sont pas cités. Le récit de la Réserve fédérale, comme une réforme progressive qui a stabilisé le système bancaire, est devenu l'histoire officielle. Les voix dissidentes ont été reléguées aux oubliettes, à l'exception de la Follett, qui était trop éminent pour être effacé. Et même son opposition à la Fed est minimisée au profit de ses autres réalisations progressistes. L'avertissement a été délivré, documenté et ignoré. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après leur disparition. Tout ce qu'ils avaient prédit s'est réalisé. La Fed a financé la Première Guerre mondiale par l'inflation et la dette. La masse monétaire a considérablement augmenté pendant la guerre, puis s'est fortement contractée par la suite, provoquant la dépression de 1920 à 1921. Ensuite, la Fed a de nouveau augmenté le crédit tout au long des années 1920, créant la bulle boursière. En 1929, elle a contracté, faisant éclater la bulle et déclenchant la Grande Dépression. Pendant la dépression, la Fed n'a pas agi en tant que prêteur en dernier ressort, permettant à des milliers de banques de faire faillite. Cela a concentré le pouvoir bancaire entre moins de mains, exactement comme Vardaman l'avait prédit. Les mêmes banques qui possèdent la Fed ont racheté les banques en faillite pour une bouchée de pain. Franklin Roosevelt a étendu encore davantage le pouvoir du système. En 1933, il a confisqué l'or privé, rendant illégal pour les Américains de posséder de l'or monétaire. Il a dévalué le dollar par rapport à l'or, passant de 20,67 $ l'once à 35 $ l'once, une dévaluation de 40% du jour au lendemain qui a bénéficié aux débiteurs, y compris le gouvernement, au détriment des épargnants. La Fed est devenue le moteur du New Deal, finançant une expansion gouvernementale massive par la dette monétisée. La Seconde Guerre mondiale a entraîné une nouvelle explosion d'emprunts et d'inflation. La dette nationale est passée de 40 milliards de dollars en 1940 à 260 milliards en 1945. La Fed a maintenu les taux d'intérêt artificiellement bas pour aider le Trésor à emprunter à moindre coût. Les épargnants ont été détruits par l'inflation. Les détenteurs d'obligations ont été détruits, mais le gouvernement a obtenu un crédit illimité et bon marché. Après la guerre, la Fed a maintenu ce rôle. L'accord Trésor-Fed de 1951 a théoriquement donné plus d'indépendance à la Fed, mais la relation est restée symbiotique. La Fed financerait les déficits gouvernementaux. Le gouvernement protégerait le monopole de la Fed sur la création monétaire. Au cours des années 1950 et 1960, le système a semblé fonctionner. L'inflation était modérée. La croissance était forte. Mais c'était parce que le dollar était encore théoriquement adossé à l'or au niveau international dans le cadre de Bretton Woods. D'autres pays pouvaient échanger des dollars contre de l'or à 35 $ l'once. Cela imposait une certaine discipline, mais les États-Unis imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient d'or pour les garantir. La France, sous Charles de Gaulle, l'a compris. Dans les années 1960, la France a commencé à échanger des dollars contre de l'or, drainant les réserves d'or américaines. D'autres pays ont suivi.
Le 15 août 1971, le président Nixon ferme la fenêtre de l'or. Les États-Unis ne rachèteraient plus de dollars contre de l'or. Le système de Bretton Woods s'est effondré. Pour la première fois dans l'histoire, le monde entier fonctionnait avec un système de monnaie fiduciaire pure, le dollar de la Réserve fédérale étant la monnaie de réserve mondiale. Il n'y avait plus de contraintes. La Fed pouvait imprimer des dollars illimités. La seule limite était l'inflation, et la Fed a prouvé qu'elle ne s'en souciait pas beaucoup non plus. Les années 1970 ont apporté la stagflation, une inflation à 2 chiffres, le chaos économique. La Fed, sous Paul Volcker, a finalement augmenté les taux de manière spectaculaire au début des années 1980 pour écraser l'inflation, provoquant une grave récession mais restaurant une certaine crédibilité. Mais le système sous-jacent est resté. Création monétaire basée sur la dette, inflation comme politique, cycle d'expansion et de récession. Le schéma a continué. La crise des caisses d'épargne et de crédit de la fin des années 1980, la bulle technologique des années 1990, la bulle immobilière des années 2000. Chaque crise a suivi le même manuel de la Fed. Étendre le crédit, gonfler les actifs, faire éclater la bulle, renflouer les grands acteurs, consolider le pouvoir. En 2008, le jeu était évident. La Fed a créé la bulle immobilière grâce à des taux d'intérêt artificiellement bas de 2001 à 2004. Les prêts subprimes ont explosé. Wall Street a titrisé des créances hypothécaires de mauvaise qualité. Lorsque tout s'est effondré, la Fed a renfloué toutes les grandes banques avec des milliers de milliards de prêts, d'achats d'actifs et de garanties. Les banques qui avaient causé la crise ont été sauvées, tandis que les propriétaires ont été saisis. Le bilan de la Fed a explosé, passant de 800 milliards de dollars avant la crise à 4,5 000 milliards en 2015. C'est de l'argent créé à partir de rien, utilisé pour acheter des obligations d'État et des titres adossés à des créances hypothécaires, soutenant les prix des actifs et enrichissant la classe financière. Puis est arrivé le Covid, en mars 2020. La réponse de la Fed a fait passer 2008 pour une retenue. Taux d'intérêt à zéro, des milliers de milliards d'assouplissements quantitatifs, achats directs d'obligations d'entreprise, facilité de prêts illimités. Le bilan a atteint 9 000 milliards. La masse monétaire a augmenté de 40% en 2 ans. L'inflation a suivi, comme les dissidents de 1913 le savaient. En 2022, l'inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis le début des années 1980. La solution de la Fed. Augmenter les taux, provoquer une récession, écraser les salaires des travailleurs pour faire baisser les prix. Les banquiers restent intouchés. Le système reste intouché. Voici ce que les sénateurs savaient en 1913 et que la plupart des Américains ne comprennent toujours pas en 2024. La Réserve fédérale n'essaie pas de stabiliser l'économie. Elle est conçue pour transférer la richesse des classes productives vers les classes financières par l'inflation et la dette. Chaque dollar créé par la Fed dilue la valeur des dollars existants. Les épargnants perdent, les travailleurs à salaire fixe perdent, les créanciers gagnent, les propriétaires d'actifs gagnent, ceux qui sont le plus proches de la source d'argent l'emportent. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, du nom de l'économiste du XVIIIe siècle Richard Cantillon. Le nouvel argent ne se propage pas uniformément dans l'économie. Il va d'abord aux initiés connectés. Il le dépense aux prix actuels. Au moment où il atteint les gens ordinaires, les prix ont déjà augmenté. La richesse s'écoule vers le haut. La Fed permet également la guerre perpétuelle. Sans une banque centrale capable de créer un crédit illimité, les États-Unis ne pourraient pas maintenir un empire militaire mondial avec 800 bases dans 80 pays. Les guerres devraient être payées immédiatement par des impôts, ce qui les rendrait politiquement coûteuses. Avec la Fed, les guerres sont financées par la dette et l'inflation, cachant le véritable coût jusqu'à des décennies plus tard. Le complexe militaro-industriel et la Réserve fédérale sont partenaires. Eisenhower avait mis en garde contre le complexe militaro-industriel en 1961, mais il n'a pas mentionné que la Fed le rendait possible. La Fed permet la consolidation du pouvoir des entreprises. Lorsque la Fed maintient les taux d'intérêt artificiellement bas, cela profite aux grandes entreprises qui peuvent emprunter à moindre coût. Les petites entreprises qui dépendent de l'épargne et de la croissance organique sont désavantagées. Lorsque la Fed provoque des cracks, les grandes entreprises ayant accès aux facilités de prêt de la Fed survivent. Les petits concurrents font faillite et sont rachetés. C'est pourquoi chaque industrie se concentre davantage au fil du temps. La banque, les compagnies aériennes, les produits pharmaceutiques, la technologie, les médias. De moins en moins d'entreprises contrôlent de plus en plus. Les politiques de la Fed accélèrent ce processus. La Fed rend l'inégalité des richesses inévitable. Si vous possédez des actifs, actions, immobilier, obligations, vous bénéficiez de la stimulation de la Fed. Vos actifs augmentent de prix. Si vous dépendez de salaires,
Vous êtes écrasé par l'inflation. L'écart se creuse. En 1913, l'année de la création de la Fed, l'inégalité des richesses en Amérique était élevée mais pas sans précédent. Aujourd'hui, après 110 ans de politique de la Réserve fédérale, le 1% le plus riche possède plus de richesses que les 90% les moins riches combinés. Ce n'est pas un accident. C'est le système qui fonctionne. Et voici la dernière pièce que les sénateurs ont comprise. La Réserve fédérale se rend irréparable. Tout politicien qui menace sérieusement de mettre fin à la Fed, ou même de l'auditer, fait face à tout le poids du système financier. Wall Street financiera SES opposants. Les médias, dépendant de la publicité du secteur financier, les détruiront. Les primaires seront truquées. S'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à être élus, ils seront incapables de faire adopter des lois car les deux partis sont financés par les mêmes intérêts bancaires. Et s'ils s'en approchent, s'ils menacent réellement le système, l'histoire suggère qu'ils ne termineront pas leur mandat. La fa capturé les agències de reglamentació senceres la supervise. Elle a capturé la profession d'économiste par des subventions et des postes. Elle a capturé le système politique par l'argent. C'est une arnaque parfaite. Alors, quel était l'avertissement sur le lit de mort? C'était ceci, nous avons essayé de les arrêter. Nous avons vu ce qu'ils construisaient. Nous avons averti le public. Nous avons perdu. Le système est désormais enraciné. Il continuera à centraliser la richesse et le pouvoir jusqu'à ce qu'il s'effondre sous ses propres contradictions ou que le peuple se soulève pour exiger une monnaie saine. Mais cela exigerait que les Américains comprennent le fonctionnement de l'argent, ce que le système éducatif, également financé par ces mêmes élites, ne leur enseignera jamais. Vous êtes livrés à vous-même. Bonne chance. La Follette est mort en 1925, toujours en lutte. Ses derniers mots à sa famille, selon son biographe, étaient de ne jamais cesser de résister au pouvoir concentré. Vardamant est mort en 1930, amer et oublié. Owen est mort en 1947, plein de regrets. Les 22 autres sénateurs qui ont voté non sont pour la plupart morts dans l'oubli, leurs avertissements ignorés. Mais les archives du Congrès demeurent. Leurs discours sont toujours là. N'importe qui peut les lire. Ils avaient raison sur tout. Que diraient-ils s'ils pouvaient voir l'Amérique aujourd'hui? Une dette nationale de plus de 30 000 milliards de dollars et ne cessant de croître. Le bilan de la Fed approchant les 9 000 milliards de dollars d'argent imprimé. L'inflation détruisant la classe moyenne. Des guerres sans fin financées par des emprunts sans fin. Un système financier qui privatise les profits et socialise les pertes. Un système politique complètement capturé par l'argent. Une population qui ne sait même pas qui possède la Fed ni comment l'argent est créé. Il dirait « nous vous l'avions dit ». Et il dirait que les choses vont empirer avant de s'améliorer, car la Fed ne renoncera jamais volontairement au pouvoir. Elle imprimera jusqu'à ce que le dollar s'effondre, puis proposera une nouvelle monnaie numérique avec encore plus de contrôle. C'est la prochaine phase, les monnaies numériques de banque centrale. De l'argent programmable qui peut être désactivé si vous vous comportez mal. Les sénateurs de 1913 n'auraient pas pu imaginer ce niveau de dystopie, mais ils en comprenaient le principe. Donner aux banquiers le contrôle de l'argent, et ils l'utiliseront pour contrôler tout le reste. L'avertissement de 1913 ne concernait pas seulement une banque centrale. Il concernait la nature du pouvoir. Le pouvoir financier concentré devient un pouvoir politique concentré, qui devient tyrannie. La Révolution américaine a été menée en partie pour des questions d'argent. Les colons ont rejeté le contrôle de la Banque d'Angleterre. La Constitution a donné au Congrès le pouvoir de frapper la monnaie, pas aux banques privées. Ce pouvoir a été abandonné en 1913. Tout ce qui a suivi a été le lent déroulement des conséquences. Peut-on inverser la situation? Théoriquement, oui. Le Congrès pourrait révoquer la loi sur la Réserve fédérale demain. Il pourrait revenir à une monnaie saine, adossée à l'or, à l'argent ou à une autre matière première. Il pourrait interdire la banque à réserve fractionnaire. Il pourrait faire de la création monétaire une fonction publique transparente plutôt qu'un monopole privé. Mais ils ne le feront pas, car le système sélectionne des politiciens qui ne le contesteront pas. Quiconque essaie est éliminé bien avant d'atteindre un réel pouvoir. La machine se protège elle-même. Ainsi, l'avertissement demeure. La Réserve fédérale est l'institution la plus dangereuse d'Amérique, non pas à cause de ce qu'elle fait ouvertement, mais à cause de ce qu'elle fait de manière invisible. Elle vous dépouille par l'inflation. Elle finance des guerres que vous ne soutenez pas. Elle crée des crises qui détruisent votre épargne. Elle concentre la richesse et le pouvoir entre un nombre de mains de plus en plus restreint. Et elle fait tout cela en convainquant la plupart des gens qu'elle les protège de l'instabilité financière. Le plus grand tour que la Fed ait jamais joué a été de convaincre l'Amérique qu'elle était fédérale.
25 sénateurs ont voté non. L'histoire en a oublié 24. Elle se souvient à peine du 25e. Mais leur avertissement résonne à travers plus de 110 ans. Nous vous l'avions dit. Nous vous avions dit qui en bénéficierait et qui paierait. Nous vous avions dit que, une fois lancé, cela ne pourrait plus être arrêté. Ils avaient raison, et vous vivez aujourd'hui dans le monde que nous avons tenté d'empêcher. C'est l'héritage du 23 décembre 1913, le jour où la masse monétaire de l'Amérique a été confiée à un cartel bancaire privé, le jour où la spirale de l'endettement a commencé, le jour où la porte s'est fermée sur la monnaie constitutionnelle. 25 hommes ont tenté de la maintenir ouverte. Ils ont échoué.